crois qu'on sera tous d'accord pour dire que ça valait le coup de déborder un peu. Le discours était dense. Merci Laurent Wauquiez. Il nous reste un peu moins de temps du coup pour les tables rondes qui suivent. Et sur cette table ronde qui pose la question centrale de la journée, la droite peut-elle ne pas être conservatrice? Je vais appeler à me rejoindre sur scène Roger Scruton, que je ne présente plus. Othman Nasrou, président du groupe Les Républicains et Indépendants au Conseil régional d'Île-de-France. Merci de nous rejoindre. Frédéric Sinclair, mathématicien, économiste de formation, qui a été chargé de mission auprès du Premier ministre à l'époque de 2020, il me semble, en charge de la communication politique. Je vous recommande ces deux derniers ouvrages. La refondation de la droite, on est au cœur du sujet, la droite face à l'islam. J'en profite, je n'ai pas présenté Roger Scruton, mais j'en profite quand même pour vous recommander vivement un livre qui nous a tous inspirés, de l'urgence d'être conservateur, territoire, coutumes, esthétique, un héritage pour l'avenir. Ça vaut vraiment le coup. Je vais appeler bien sûr notre présidente, Laurence Trochu. La droite peut-elle ne pas être conservatrice? Alors oui, la réponse est dans la question. Mais ça se discute. Ça se discute déjà parce que Laurent Wauquiez nous disait tout à l'heure qu'on n'était pas très raisonnable. Roger Scruton écrit en France, qu'il vienne d'ici ou d'ailleurs, le conservatisme a mauvaise presse. Alors, merci de nous encourager dans cette voie à assumer le conservatisme. Soit c'est de la malveillance profonde vis-à-vis de nous, soit on est un peu masochiste, soit il y a vraiment une réponse dans le conservatisme qui n'est pas le fait d'être réactionnaire, et cette différence essentielle mérite d'être précisée aujourd'hui. Je vais vous laisser la parole, déjà peut-être pour nous parler des grandes figures conservatrices françaises qui pourraient nous inspirer. On parle d'un déficit du conservatisme à la française. Est-ce qu'il y en a en France, dans l'histoire de France, des intellectuels, des politiques qui ont pu vous inspirer? Bon, alors, il y a une personne qui a été plusieurs fois mentionnée aujourd'hui, c'est Simone Veil. Je trouve qu'elle est très très importante pour vous. D'abord parce qu'elle sort du milieu marxiste qui fait le sous-sol des intellectuels, de la vie intellectuelle en France. Elle montre comment c'est possible d'être planté dans ce sous-sol et quand même se sauver et devenir un bel arbre sous lequel les autres peuvent prendre un petit peu de rafraîchissement. Et je crois que finalement, presque tous les gauchistes, dès qu'ils confrontent la réalité, peuvent devenir conservateurs. Parce qu'eux aussi, ils sont capables de voir que nous sommes à un moment où nous risquons de perdre tout. De perdre notre civilisation, notre héritage culturel, notre identité nationale et toutes les autres choses qui nous permettent d'avoir une idée de ce que nous sommes. Je crois qu'il y a beaucoup d'exemples en France des intellectuels qui ont fait ce genre de voyage, de répudiation générale de notre civilisation, aux tentatives de trouver là-dedans un chez-soi dans lequel ils peuvent être vraiment à l'aise avec les autres. Après la guerre, bien sûr, il y avait des gens comme Raymond Aron et Jean-François Revel, et jusqu'à maintenant, Chantal Delsol, que je viens de voir ici dans la salle. Je crois qu'il y a toute une migration de la gauche à la droite,
Et nous devons féliciter ces gens de devenir normal après tant d'années. Peut-être quelqu'un qui va se sentir concerné par cette trajectoire? Donc, j'aimerais en préambule, avant de répondre à cette question, d'abord remercier toute l'équipe directrice de Sens Commun de m'avoir invité. Et ensuite, dire un mot sur la figure que Laurent Wauquiez a évoquée en conclusion, qui est Ulysse. Il vous a parlé du tome 2. Il y a un tome 1. C'est-à-dire qu'avant de revenir, il faut qu'il parte, et il ne part pas pour une raison ou une autre, il part pour faire la guerre. Et c'est ça qu'il y a devant nous. Devant nous, il y a la guerre. Et la guerre, c'est l'histoire de l'humanité. Ça commence avec ce premier livre, qui est l'Iliade, et qui est probablement, au niveau de la pensée laïque grecque, le livre fondateur, mais l'histoire de la Bible est aussi l'histoire de la guerre. Que ce soit le meurtre d'Abel et de Caïn, ou que ce soit la dernière guerre, celle de l'Apocalypse, de l'ange Michael contre le dragon. La guerre, c'est l'histoire de l'humanité. Et elle prend plusieurs formes, cette guerre. Aujourd'hui, nous avons, loin de nos frontières, des guerres qui sont, j'allais dire, structurellement cohérentes avec ce que nous avons connu, c'est-à-dire militaires. Mais nous avons, à travers nos frontières, des guerres terroristes que le pouvoir politique a du mal à nommer guerre. Et puis nous avons des guerres économiques. La mondialisation est une guerre économique. Le penseur Edward Luttwak a écrit sur cette notion nouvelle de la géoéconomie qui a transformé les relations en Occident. La mondialisation est une guerre culturelle aussi. Elle nous transforme profondément. Elle est le résultat d'une pensée libérale, d'une pensée profondément libérale, c'est-à-dire qui voulait tout ouvrir. Elle a traversé le XVIIIe, le XIXe et le XXe siècle, et elle a fait de nos sociétés aujourd'hui une sorte de maison où on aurait enlevé les portes et les fenêtres. Nous sommes menacés de trois façons, en France et en Europe, par la mondialisation, par l'exode africain, la démographie de l'Afrique et les conditions de vie en Afrique ne vont pas seulement intensifier l'immigration sud-sud, elles vont intensifier l'immigration sud-nord. Il faut être aveugle pour ne pas voir ça. Et ensuite, le troisième élément est celui de la résurgence islamique, qui a été à la fois détecté par un intellectuel américain qui s'appelle Samuel Huntington, mais aussi par un intellectuel français qui pointe le début de cette résurgence dans les banlieues françaises, qui s'appelle Gilles Kepel, au début des années 80. Influence à la fois sociale, économique, politique, mais aussi culturelle. C'est là que le conservatisme prend tout son sens. Aujourd'hui, on a un vrai problème à droite. C'est que quand on regarde l'histoire depuis la Révolution française, c'est-à-dire depuis le moment où naît en Grande-Bretagne le conservatisme, avec la figure d'Edmund Burke, en France, on n'a pas d'équivalent. On a des réactionnaires. Le courant réactionnaire contre-révolutionnaire français est extrêmement louable. On peut adhérer et vanter la qualité de penseurs comme Maistre ou Bonald, mais ce ne sont pas des conservateurs. Un réactionnaire, c'est quelqu'un qui pense que c'était mieux hier. C'est ce que voulait faire Maistre. Il voulait enjamber la Révolution française pour revenir à l'Ancien Régime. C'est ce que plus tard voulait faire aussi Charles Maurras, enjamber pour revenir en arrière. Le progressiste, lui, pense que ce sera mieux demain. Et donc il faut enjamber pour un avenir meilleur. Le conservateur a une préférence pour le présent, mais une préférence toute pragmatique. Non pas qu'il trouve que son présent est fantastique, mais il sait que toute modification, potentiellement,
est dangereuse parce qu'il est possible qu'on dégrade les conditions plus que ce qu'on les arrange. Et quand on regarde l'histoire des penseurs français, on est soit dans le camp réactionnaire, soit dans le camp progressiste, et très peu, finalement, dans la filière conservatrice. Alors, comment le positionner, ce conservatisme? Et je vais en terminer là. Eh bien, dans le premier ouvrage que j'ai écrit, qui a été mentionné sur les courants qui structurent la droite française dans la refondation de la droite, j'en identifie 3. Le nationalisme, qui aujourd'hui a très très mauvaise presse, peut-être encore plus mauvaise presse que le conservatisme, et qui a été entièrement abandonné à l'extrême droite. Le conservatisme et le libéralisme. Le conservatisme a cette capacité d'être un point d'équilibre. Et en cela, je veux citer la figure de Montesquieu, puisqu'on nous invitait à citer des figures importantes de la pensée française. Montesquieu est plus que le penseur de la séparation des pouvoirs, le penseur de l'équilibre des pouvoirs. Aujourd'hui, nous avons besoin, plus que tout, d'un équilibre au libéralisme. Plus que tout. Et c'est le conservatisme qui est l'équilibre naturel du libéralisme, c'est-à-dire de cet ultralibéralisme mondialisé et capitalisé. Pourquoi nous avons besoin de ce conservatisme-là? Parce que depuis le XIXe siècle, c'est le socialisme qui a joué ce rôle. Le gaullisme social, c'est bien un gaullisme qui a un versant social. La droite sociale, elle va bien aussi s'inspirer de ces mesures de redistribution. Toute la pensée de droite a été imprégnée de cette pensée sociale où on s'est dit, ben, la droite c'est la liberté, la gauche c'est l'égalité, et donc le socialisme va être le contrepoids naturel du libéralisme. Mais c'est faux. Quand vous relisez Marx, quand vous relisez les penseurs socialistes, vous vous rendez compte qu'ils sont progressistes. Le capitalisme est un progressisme. Le socialisme est un progressisme. Vous pouvez m'expliquer comment vous allez contrebalancer un progressisme par un autre progressisme? Pour contrebalancer le progressisme du capitalisme, il faut un conservatisme. Et c'est en cela que la pensée conservatrice aujourd'hui est absolument fondamentale. Parce qu'elle enraye à la fois la menace mondialiste dans sa dimension économique, dans sa menace culturelle, mais aussi elle permet de repenser la notion de frontière qui est absente du socialisme. Elle permet de repenser la notion de nation qui est absente du socialisme. Elle est aujourd'hui la pensée d'avenir. Et s'il y a une chose que j'aimerais qu'il ressorte à la fin de cette intervention, c'est que ce conservatisme que beaucoup associent à l'immobilisme, en réalité aujourd'hui est un fleuron à droite. Beaucoup de Français ont besoin de conservatisme, sauf qu'ils ne le savent pas. Et c'est un peu votre rôle, c'est-à-dire que l'intellectuel que je suis est un espèce de poil à gratter. Si on me donnait une demi-heure, je critiquerais point par point le discours de Laurent Wauquiez que vous avez unanimement applaudi. Parce que c'est mon rôle de faire ça. Et d'ailleurs, Laurent Wauquiez m'en saurait gré, parce qu'il fait partie de ces hommes politiques qui vont chercher des intellectuels pour discuter avec eux. Laurence Trochu le fait aussi, les responsables de Sens commun. Mais fondamentalement, la question n'est pas là. La question, c'est qu'est-ce qu'on bâtit ensemble? Comment on s'empare des idées des intellectuels, qu'on les applique? C'est votre travail. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner ce message à porter. Sachez que vous n'êtes pas à la traîne. Vous êtes à la pointe. Et si justement Sens commun a cette audace, malgré les préjugés négatifs, de porter cette orientation conservatrice comme étant une solution pour aujourd'hui, pour ce présent qui nous préoccupe en tant qu'il prépare et qu'il conditionne l'avenir, rappelons-nous dans une approche historique que le conservatisme est une réponse dans des situations de crise. Je pense qu'il faut qu'on comprenne pourquoi justement il y a toujours eu cet instinct de la limite. Je parlais tout à l'heure de l'instinct de conservation, un instinct de la limite et un goût de la prudence, et on voit bien qu'au moment des grandes crises, et je pense particulièrement alors
dans une tradition antérieure au moment qu'on a évoqué. Je pense particulièrement à la crise de la République romaine. Et on a vu Cicéron, qui est aussi une des grandes figures du conservatisme, à ce moment-là, plaider pour ce sens de l'équilibre, pour ce goût de la prudence qu'on avait évoqué également ce matin. Et si les conservateurs ont tant de mal aujourd'hui, je dirais, à décliner, pas sur le plan intellectuel, parce qu'on a vu qu'il y avait un terreau qui était favorable, mais sur le plan politique, c'est aussi parce qu'on se heurte à une mauvaise compréhension en fait, de la notion de conservatisme, comme on a pu le voir, et que les politiques, quand ils disent surtout pas de conservatisme, c'est parce qu'ils l'imaginent un peu à la mode d'une boîte de conserve, on va dire, sur ce mode-là, une boîte de conserve qui est bien étanche, qui a bien enfermé quelque chose et qui ne va pas le laisser sortir et qui ne va surtout pas envisager que ça puisse finalement servir de terreau pour penser demain. Et je pense que quand on a justement cette situation de crise sur laquelle on a dressé le tableau ce matin et qui se manifeste dans les territoires, et bien justement l'urgence d'être conservateur est plus que jamais d'actualité. Pour ma part, au risque de passer pour un jeune conservateur, je vais commencer par vous dire le plaisir que j'ai d'être parmi vous et saluer les quelques visages amis qui sont ici. D'abord, le plaisir que j'ai d'être chez Caroline Carmentran, l'une de nos élus à la région Île-de-France, qui est extrêmement mobilisée sur tout un tas de sujets. Je la remercie. Je vois d'autres visages familiers. J'ai vu Arnaud Leclerc, j'ai vu Sylvie Pigano. Je salue la présence du député Julien Aubert. Et puis beaucoup d'Yvelinois. Je sais que nous sommes dans les Hauts-de-Seine, mais je vois que vous avez vraiment les meilleurs ici. Et il faut bien les meilleurs pour s'attaquer à ce sujet qui est celui du conservatisme, il faut bien du courage, tellement ce mot est effectivement galvaudé et mal compris. Et d'ailleurs, j'aimerais dire à Frédéric Sinclair que le mot de libéral aussi, malheureusement, est parfois mal compris en France, et on entend toujours ultra-libéralisme dès qu'on plaide, comme c'est mon cas d'ailleurs, pour un État qui sait parfois aussi se concentrer sur ses missions essentielles, sur lesquelles on l'attend et sur lesquelles il est assez déficient. Je pense notamment aux questions de sécurité, d'identité, d'immigration, dont on a parlé, dont on va encore parler, j'imagine, et puis peut-être un peu moins sur le plan purement économique. Et dans cette acception-là, je crois que le libéral et le conservateur peuvent en réalité s'entendre. Et je vous dis cela parce qu'en réalité, Laurent Wauquiez a cité Benjamin Disraeli, qui je crois est une bonne référence sur l'idée qu'il faut conserver ce qu'il vaut et réformer ce qu'il faut. Encore faut-il savoir ce qu'il faut et ce qui vaut. Et là, bien sûr, nous ne ferons pas l'économie d'un travail de fond sur le plan des idées, et c'est exactement ce que vous faites aujourd'hui. Je vous le dis, parce que c'est beaucoup plus facile d'être dans une forme de progressisme béat, d'être dans l'idée que tout changement est forcément un changement positif, d'être dans un relativisme mou qui consiste à penser qu'il y a un sens unique de l'histoire. C'est beaucoup plus difficile de se dire, faisons la distinction entre ce qui est important, ce que nous voulons garder comme valeur, quel est le modèle de société que nous voulons, et puis, à l'opposé, ce qu'il faut que l'on change pour y arriver. Parce que personne ne peut croire sérieusement qu'en ne changeant rien, nous resterons fidèles à l'idée que l'on se fait, par exemple, de la France. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que sur ce thème que vous avez posé aujourd'hui, c'est là-dessus qu'il y a un clivage fondamental entre la droite et la gauche. Et je crois d'ailleurs que ce clivage, non seulement n'a pas disparu, mais qu'il va revivre et revivre de plus belle. Pour l'idée finalement assez simple que nous avons eu pendant de trop longues décennies une vraie déconstruction sur tout un tas de sujets. Et un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est une réalité que l'on connaît de plus en plus malheureusement dans un certain nombre de nos quartiers populaires, c'est qu'on voit bien qu'on a tellement voulu déconstruire l'histoire de France, tellement voulu expliquer que ce pays était une page blanche, qu'il n'avait pas d'histoire, que nous avons laissé se créer une espèce de vide identitaire qui a fini par occuper une montée du religieux, de la radicalisation, appelons les choses comme elles sont, qui nous donne aujourd'hui une situation de fracture territoriale sur tout un tas de sujets. Et je dois dire que là-dessus, je suis assez inquiet de notre incapacité à proposer un récit commun finalement, parce que nous avons perdu beaucoup de temps, et disons-le là aussi, nous avons des élus de gauche qui ont joué avec le feu sur ces sujets-là, qui ont cru qu'ils allaient se constituer un électorat captif, une boutique électorale à tout jamais, en expliquant que ce pays était une page blanche et qu'il fallait partir de zéro. Mais ce n'est pas vrai. Il y a une histoire de France que, à titre personnel, je fais entièrement mienne. Et c'est d'ailleurs un vrai piège
parce qu'on explique du coup même effectivement à des gens qui sont issus de l'immigration que comment voulez-vous qu'ils trouvent leur place dans l'histoire de France s'il n'y a pas d'histoire de France? Et au contraire, il faut qu'ils fassent de cette histoire la leur, et c'est tout à fait possible, et nous avons beaucoup de choses à faire valoir, mais nous sommes toujours pris au piège de ces caricatures, et je le dis puisque par exemple à la région Île-de-France nous finançons désormais avec Valérie Pécresse la rénovation des églises, parce que nous considérons que c'est un patrimoine important pour l'histoire de France. Mais nous nous faisons insulter de tous les noms, au nom d'une conception complètement dévoyée de la laïcité, qui consiste à penser que l'histoire de France commence en 1905. Moi, je suis un laïc fervent, mais il y a une histoire de France, il y a un cheminement culturel, et on ne pourra pas préparer l'avenir si on n'est pas d'abord, effectivement, très solide sur notre histoire et sur nos fondamentaux. Et encore une fois, en vous disant cela, je pense vraiment qu'il faut qu'on ait le courage de mener cette bataille culturelle, et c'est vrai que nous avons longtemps été dans une forme de soumission intellectuelle par rapport à une gauche qui a su nous anesthésier. Mais il ne faut pas hésiter par contre à remettre en cause nos méthodes, nos modes de fonctionnement, notre administration publique qui doit se réformer, à être extrêmement réformateur sur les outils, sur les moyens, sur la façon dont on arrive à défendre, encore une fois, nos valeurs et notre modèle de société. Donc c'est un cheminement où il ne faut pas qu'on confonde la finalité et les moyens, et on voit bien que dans le débat public aujourd'hui, on est pris au piège entre ceux qui pensent qu'il ne faut absolument rien changer, que c'était forcément mieux hier, c'est-à-dire qu'il faut que tout reste pareil, ce qui n'est pas vrai, et en même temps entre ceux qui consistent qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, parce qu'il faut que tout changement est nécessairement un changement qui est positif. Eh bien, il y a une voie intermédiaire qui est probablement celle sur laquelle vous travaillez aujourd'hui. Moi, je suis heureux de pouvoir y prendre ma part, et nous y travaillons aussi avec beaucoup d'élus, certains sont ici aussi, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus exigeant que de simplement considérer que demain sera automatiquement mieux qu'aujourd'hui et que la France n'existait pas hier. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous pour commencer. Encore une fois, merci d'avoir eu le courage d'organiser cette journée. Malheureusement, je ne parle pas aussi vite que les restes. Mais je vais essayer quand même d'ajouter quelque chose et de corriger un peu la remarque citée d'Israéli, qu'il faut conserver ce qu'il vaut et réformer ce qu'il faut. C'est assez joli, mais quand même, ce n'est pas une expression d'amour. Si on commence le mariage en disant « je vous aime », je vais conserver ce qu'il vaut, mais il faut quand même réformer ce qu'il faut. C'est pas un très bon début. Ça peut peut-être fonctionner finalement, mais quand même, si on veut vraiment exprimer son amour pour une nation, ce que M. Wauquiez exprimait tout le temps, parce que c'était finalement son idée de base, c'était la France, comme ça a toujours été, après ce que je peux comprendre ici. Il faut que cet amour prenne précédence à la réforme. La réforme, c'est quelque chose qui est nécessaire peut-être, mais il faut le faire délicatement et sans déranger la base d'affection sur laquelle ça dépend. Et pour ça, pour cette affection, je crois qu'il faut consulter un peu moins les intellectuels politiques et un peu plus les vrais intellectuels, c'est-à-dire les artistes, les musiciens et les poètes. Non, ils n'ont pas été tous à gauche. Grâce au renouveau catholique, vous avez eu des gens extraordinaires. La musique, par exemple, Poulenc, Messiaen, tous ces gens-là qui ont dominé la musique européenne à un certain moment, c'était des gens inspirés tout à fait, pas seulement par la catholicisme, mais aussi par la France. Et l'œuvre de mémoire le plus important, selon moi, après la guerre, c'est l'opéra de Poulenc, le dialogue des Carmélites, qui a été une vraie expression d'amour pour la France de base. La France qui a été couverte de tant de déchets, de dégâts, mais quand même qui existe toujours. Et la poésie de Valéry, etc. Il y a les romans de Bernanos et de Mauriac. Et je crois que c'est très important de reconnaître que c'est dans la culture, la haute culture de ce genre, que l'idée d'une nation est vraiment conservée. Mais il faut quand même le chercher et il faut que ça soit
enseigner. C'est pour ça d'ailleurs que la transmission est vraiment aussi importante que M. Ogo qui a dit. Ousmane Masrou nous disait que le clivage gauche-droite n'était pas mort. Est-ce que progressisme contre conservatisme, c'est le nouveau visage de ce clivage? J'ai toujours détesté le mot progrès. J'ai toujours compris que ça voulait dire destruction et ça n'a jamais été conduit par une vraie idée de ce qui va venir à la place qu'on veut détruire. Ceux qui croient au progrès sont les gens comme Marx qui croient que le progrès c'est quelque chose qui vient de soi-même et c'est l'histoire qui le donne. Et pas l'homme. Mais l'homme se distingue du reste de la nature dans le sens qu'il a le libre choix. Il n'est pas obligé d'accepter ce que l'histoire lui propose. Il peut le changer, il peut l'opposer. C'est justement cette idée d'une nécessité qui vient vers nous de l'avenir, qui dirige les gens comme Macron, parce que ça enlève de ces gens la responsabilité de faire un vrai choix. S'il y a, à mon avis, une question aujourd'hui qui nous prend la tête plus que n'importe laquelle autre, parce qu'en grande partie, on la croise dans nos rues au quotidien, surtout dans les villes de province et dans les médias constamment, c'est celle de culture, cette culture qui nous échappe, qui porte en elle les grandes figures littéraires et artistiques dont parlait Roger Scruton à l'instant, mais qui sont toutes mortes aujourd'hui. Et c'est pour ça que je disais sous forme de boutade, les artistes sont tous à gauche, parce qu'ils font en grande partie aujourd'hui profession de liquider cet héritage français, en tout cas ceux qui sont médiatisés, au profit d'un héritage importé. On n'a pas le droit d'être identitaire en France. La notion même d'identité nationale fait souci, je l'ai critiqué moi-même, mais par contre, on trouve tout à fait normal de faire en sorte que la personne qui vient vivre dans ce pays vienne avec ses racines importées et puisse les faire prospérer. Vous voyez, donc, c'est un peu comme si nous arrivions tous sur la planète avec une fleur, et ceux qui sont nés sur ce pays n'ont pas le droit de planter leurs fleurs, mais par contre, on va créer un bout de terre pour que celui qui vient de l'étranger puisse planter la sienne. Et là on a un vrai problème. Mais je pense que sur ce constat, on est tous d'accord. Dans le deuxième livre qui a été mentionné, que j'ai écrit en 2018, j'aborde cette question du conservatisme culturel, et je l'aborde sous un seul angle, parce que finalement c'est le seul aujourd'hui qui est préoccupant. Ce n'est bien évidemment pas ni les Britanniques, ni les Italiens, ni les Espagnols qui menacent la civilisation française ou européenne, c'est la résurgence islamiste qui est j'allais dire un héritage marginal de la civilisation islamique, mais qui a pris au Moyen-Orient une ampleur gigantesque. Il faut relire les pages que Samuel Huntington consacre à ce mouvement de résurgence en Asie centrale, et aujourd'hui qui prend part dans toute l'Europe. La question c'est comment on bloque ça aujourd'hui? Parce qu'on est très attachés tous à notre laïcité française. Sauf que la laïcité est complètement impuissante face à un phénomène qui n'est pas politique, mais qui est métapolitique, c'est-à-dire culturel. La loi de 1905 a séparé le politique du religieux. Et quand le religieux a une prétention politique, la loi de 1905 est efficace, elle fait barrière. Si tant est que,
comme le mentionnait Alain Sandman, les politiques qui sont, pour des raisons électoralistes, sensibles à la captation de voix ne transgressent pas la loi de 1905. Mais comment fait-on quand on a une loi de 1905 sur la laïcité qui est impuissante à faire barrière à un phénomène métapolitique, c'est-à-dire qui passe sous la loi, qui n'influence pas le pouvoir politique mais la société civile? Comment fait-on? On sépare le cultuel du culturel. On crée une séparation entre les deux. On isole le religieux, je vous rappelle qu'il fait partie de nos libertés fondamentales. Il ne s'agit pas de revenir sur nos libertés fondamentales. Il faut que l'islam continue, au même titre que le catholicisme, que le protestantisme, et que n'importe quelle religion, à être pratiquée librement en France. Mais il y a une différence entre le lien qui lie le croyant à Dieu, qui fait partie de la spiritualité et donc de la religion, et l'expression de cette foi dans l'espace public, qui impacte l'espace public, qui le transforme. Lorsque vous construisez une mosquée à la sortie de cet édifice-là, vous ne pouvez pas croire que ça sera sans conséquence sur le fonctionnement de la société. Lorsque la multiplication des voiles dans l'espace public, lorsque la multiplication des points de vente halal dans l'espace public devient à tel point visible que le mot communautarisme vous vient naturellement aux lèvres, parce que vous avez l'impression que l'islamisation du quartier a été mise en place, vous ne pouvez pas croire qu'il s'agit d'un phénomène religieux, sauf si réellement vous voulez, comme les islamistes, lier les deux. Donc il faut créer cette séparation-là entre le culturel et le culturel. Une des réflexions qu'il faut mener aujourd'hui, alors je l'amène dans ce livre-là, Julien Aubert, que vous entendrez parler tout à l'heure, vient de publier une série de réflexions et de propositions à ce sujet-là. Qu'est-ce qui fait partie du cultuel? Qu'est-ce qui fait partie du culturel? Où devons-nous mettre la limite? Cette limite est essentielle parce qu'elle vous préoccupe en tant que conservateur. Tant que cette dichotomie n'est pas opérée sur la question de la culture, nous ne pourrons pas préserver notre culture française. Parce que les droits de l'homme disent, si c'est religieux, vous n'avez pas le droit d'interférer. Donc si vous pensez que le voile est un phénomène religieux, à ce moment-là, c'est de votre devoir de laisser les femmes voilées se voiler librement. Et c'est pour ça que les droits de l'homme viennent de valider le fait que la France n'a pas le droit d'interdire la burqa, parce que c'est un symbole religieux pour eux. Il faut absolument réfléchir à cette question. La question est juste ouverte aujourd'hui. J'ai apporté des réponses, d'autres en apportent. Je pense que ça doit préoccuper aujourd'hui notre réflexion en tant que conservateur. Conserver suppose de définir ce qu'il y a à conserver, et définir ce qu'il y a à conserver en matière culturelle, c'est-à-dire le socle le plus fondamental qui nous lie en tant que nation. Définir cette chose-là suppose de définir ce qu'est le culturel et ce qui le distingue du religieux. Nous avons ce travail à faire vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis du christianisme, qui a un droit particulier dans ce pays. C'est pour ça que je trouve tout à fait fondé le fait que Valérie Pécresse réhabilite les églises, parce que les églises sont pour moi l'expression d'une culture chrétienne et non pas d'une religion. Les gens qui vont visiter Notre-Dame, ils vont de manière culturelle, pas seulement pour prier parce qu'ils sont catholiques. Les gens qui mettent des crèches au moment de Noël le font de manière culturelle. La culture chrétienne et catholique a imbibé toute notre histoire. Donc, bien évidemment qu'il y a un lien avec le religieux, mais il n'y a pas une unité avec le religieux. Nous devons réfléchir à cette séparation. C'est le seul moyen d'enrayer ce phénomène mondial de résurgence islamique qui va, si nous ne faisons rien, faire basculer notre civilisation. Et à travers cette distinction que vous faites, Frédéric, finalement la question qui se pose à nous, sens commun en tant que parti politique, c'est comment nous allons décliner justement le conservatisme, puisque nos adversaires, je dirais, nous voudraient que ce conservatisme se limite au sujet de société, particulièrement au sujet bioéthique,
Et c'est pour cela qu'on en entend certains dire, voilà, on peut être conservateur sur le plan sociétal, on peut être libéral sur le plan économique, on peut être souverainiste sur le plan des relations nationales et internationales. Et en fait, le conservatisme lui-même est en mesure d'aborder sous cette même, je dirais, d'embrasser sous cette même étiquette tous les sujets. Et si aujourd'hui, Sens commun a voulu que cette journée soit structurée autour des 6 priorités que nous avons, la famille, l'éducation, les territoires, l'Europe, mais aussi l'économie et l'écologie dont on va parler un petit peu plus tard, c'est précisément parce que le conservatisme aujourd'hui, en fait, il va devoir, comment dire, par le biais de l'inquiétude sur le culturel, réhabiliter les traditions dont on a parlé, réhabiliter aussi la notion d'ordre, dont Laurent Wauquiez a parlé tout à l'heure, la notion d'autorité, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que quand les institutions sont défaillantes, eh bien, en fait, elles ne sont plus à même de garantir ni la laïcité, ni l'encadrement d'un libéralisme qui a tendance, dans ce cas, à se dévoyer en libertarisme. Et donc, le conservatisme, je pense, en ce qu'il est un état d'esprit, plus qu'une idéologie, plus qu'un courant, a les réponses aux crises que nous traversons aujourd'hui. Merci. Le temps imparti étant assez restreint, merci beaucoup pour votre participation. On voit bien que réactionnaires et progressistes ont en point commun leur logique de destruction première, et que le conservatisme, contrairement aux caricatures, est peut-être la seule voie de construction sereine et pérenne qu'on doit défendre. On va voir comment cette logique peut s'introduire dans les prochaines échéances électorales, notamment l'Europe, et on va laisser la place à la table ronde sur l'Europe et le conservatisme. Merci beaucoup.